Et j'ouvre notre second débat, vous le savez, le plus souvent possible, on choisit de volontairement le décaler de l'actualité du jour avec cette question: comment les centrales nucléaires françaises vont-elles passer l'été avec le réchauffement climatique, avec les sécheresses annoncées? Les réacteurs manquent d'eau. Avant d'en analyser les conséquences à court et moyen terme, un premier constat détaillé par Jérôme Rabier. Le réchauffement climatique va-t-il remettre en cause le développement du nucléaire français? Un comble pour ceux qui vendent cette énergie comme bonne pour le climat. Car oui, les 54 réacteurs nucléaires français ont besoin d'eau, et plutôt en grosse quantité. Et après un hiver particulièrement sec, la chef de file des écologistes tire la sonnette d'alarme. À ce rythme, il n'y aura bientôt plus assez d'eau dans nos fleuves pour refroidir les centrales nucléaires. Une accusation récurrente rejetée par les défenseurs du nucléaire qui dénoncent un catastrophisme des anti-atomes. Tous les étés, dès qu'il fait un peu chaud, on a des communiqués des anti-nucléaires pour expliquer que c'est dramatique et qu'on ne pourra rien faire. Bon, c'est pas une nouveauté. Maintenant, il faut pas nier qu'il va y avoir des adaptations nécessaires, hein, et surtout penser au futur parc. Si le débit des rivières doit baisser de 10 à 40%, hein, comme on l'entend, il faudra en prélever moins et s'assurer que tout fonctionne bien. Plusieurs sites sont particulièrement sensibles. L'an dernier, pendant la longue période de canicule, 5 sites ont dû obtenir une dérogation pour rejeter de l'eau plus chaude que les seuils prévus dans les cours d'eau qui les alimentent, avec un risque d'impact sur les écosystèmes. 2 sites sont particulièrement problématiques en raison de cours d'eau au débit menacé par la sécheresse: la centrale de Civaux sur la Vienne et surtout la centrale de Chaux sur la Meuse. La centrale de Chaux sur la Meuse, EDF, a parfois dû interrompre la production d'un ou 2 réacteurs à cause de cette contrainte de débit minimal sur la Meuse. C'est la seule centrale française qui a dû mettre ainsi à l'arrêt ses 2 réacteurs nucléaires en raison d'un débit trop faible et d'un accord international avec la Belgique voisine. Mais d'autres centrales ont déjà dû réduire leur puissance pour faire face à l'aléa climatique. C'était notamment le cas l'an dernier, mais le vrai sujet est sur le long terme. La perte de production n'a pas été très conséquente pour EDF, ça a été seulement de quelques pourcents pendant une période assez limitée. Mais la question se pose de l'évolution de cette tendance à l'échéance de quelques dizaines d'années. La période estivale n'étant pas la plus tendue pour le réseau électrique français, les conséquences sont pour l'instant limitées. Mais les scénarios les plus pessimistes de réchauffement climatique sont désormais scrutés pour adapter le nucléaire français à cette contrainte. Je vous présente tout de suite les invités du second débat de ce Sens Public. Nicolas Goldberg, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes associé énergie chez Columbus. Daniel Grémier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, sénateur LR des Vosges, rapporteur du projet de loi sur la construction des nouveaux réacteurs nucléaires. Erwan Benezet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, journaliste au service économique du Parisien et auteur de ce livre Nucléaire, une catastrophe française, publié aux éditions Fayard. Évidemment, Émilie Zapalski est restée à mes côtés. Alors, il y a la question du manque d'eau, on va en parler. On va parler aussi de ces nouvelles fissures plus profondes qui ont été découvertes sur la centrale de Penly qui rallonge le programme de contrôle et de réparation. Ma première question, elle est volontairement provocatrice. Nicolas Goldberg, est-ce que nos centrales nucléaires vont passer l'été? Évidemment qu'elles vont passer l'été. Enfin, quand on regarde l'été dernier, effectivement, il y a eu des baisses de puissance assez limitées sur certaines centrales, hein, et d'ailleurs certaines avaient eu une dérogation, mais toutes ne l'ont pas utilisée. Ouais. Et quand on dit est-ce qu'elles vont passer l'été, en fait c'est un peu trompeur parce que le nucléaire a besoin d'eau pour fonctionner, ouais. Mais pour refroidir les réacteurs. Pour refroidir les réacteurs qui fonctionnent. Par contre, un réacteur à l'arrêt ne consomme quasiment plus d'eau. Donc effectivement, on peut arrêter les réacteurs quand il y a des contraintes de débit, quand il y a des contraintes de température pour des questions de préservation de la biodiversité. Mais oui, les centrales... Oui, mais ça voudrait dire importer de l'électricité, etc. etc. En été, pas forcément. En été, pas forcément, parce que le besoin est beaucoup plus bas. Bien évidemment, quand on a eu des grandes opérations de maintenance, comme on a eu l'été dernier en raison des corrosions sous contrainte, là, c'est un petit peu plus problématique. Mais il faut bien
bien voir que les baisses de puissance, elles sont extrêmement faibles. Le besoin est faible aussi en été. Donc, normalement, il y a des marges. Ce qui a été plus contraignant l'été dernier, c'est les arrêts pour des questions de maintenance, pour les inspections, pour les visites décennales. C'est ça qui est vraiment structurant dans les arrêts du parc. Oui, avec une question peut-être quand même, Daniel Grémier, sur la question de l'eau, parce qu'il y a eu effectivement les dérogations accordées, pas forcément utilisées, mais accordées cet été. Est-ce que le régime dérogatoire ne va pas devenir permanent? Vous voyez ce que je veux dire? Non, moi je suis très, très rassuré là-dessus, parce que d'abord le régime dérogatoire, il a été vraiment marginal. Et d'autant plus que le sujet du refroidissement, je fais confiance au progrès. Et il y a plusieurs éléments. D'abord, l'autorité de sûreté a fait un travail et a déjà alerté. Et aujourd'hui, EDF, et ça a été confirmé par le rapport de la Cour des comptes, qui précise bien que même EDF n'a pas attendu après je dirais, intérêt pour le grand public de la question climatique pour prendre à corps le sujet de comment je vais refroidir demain mes centrales. D'ailleurs, on a deux systèmes. On a un système en circuit quasiment fermé, qui consomme d'ailleurs un peu plus d'eau, que le système où il suffit de faire passer pendant quelques secondes... Finalement, quasiment 100% de l'eau repart au fleuve. Repart, et même on a eu un cas en 2022, on peut le citer, parce qu'on peut parler des cas à l'inverse, où l'eau qui ressortait de la centrale était plus froide que celle qui rentrait. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi des technologies qui permettent effectivement de diminuer et de refroidir l'eau une fois qu'elle a refroidi le système nucléaire. Et aujourd'hui, non, aujourd'hui... Vous faites confiance, pardon, vous dites que je fais confiance au progrès scientifique, pourquoi pas, mais l'été qu'on a vécu l'été dernier, là aussi les scientifiques nous disent que ça va sans doute devenir la norme dans les 10 et 20 prochaines années, donc il faut quand même s'y préparer à ça, puisque si on se retrouve à fermer nos centrales chaque été... les scientifiques s'accordent pour dire qu'il tombera toujours autant d'eau tous les ans sur notre territoire. Donc c'est aux alentours de 500 milliards de mètres cubes. Donc sur ces 500 milliards... on sera, je pense, capable aussi d'en stocker, de faire en sorte que cette eau qui tombe ne reparte pas directement à la mer sans être utile à l'homme, y compris à la biodiversité, y compris en termes de production énergétique. Non, je crois qu'aujourd'hui, il y a des défis, ils sont merveilleux parce que ça nous oblige à prendre des décisions, ça nous oblige à être courageux, mais n'oublions pas que le double défi que nous avons devant nous, c'est d'avoir aussi une énergie décarbonée. Évidemment. Donc, oui, donc... non, mais on y reviendra longuement pendant ce débat, mais Erwan Benezet, on s'est posé, d'ailleurs vous êtes régulièrement invité sur ce plateau quand on parle de nucléaire, et c'est très bien, on s'était posé un peu la même question cet hiver, avec l'hypothèse de coupure d'électricité. Elles n'ont pas eu lieu. Elles n'ont pas eu lieu parce qu'on a fait collectivement des économies. Non, alors... parce que, si, quand même, on en a fait pas mal. Parce que l'hiver a été doux. Moins 10% sur les économies, mais moins 7% le signal prix. Donc dès que l'électricité commence à coûter un petit peu moins cher, il y a le risque, je ne dis pas que ce sera le cas, mais le risque qu'on lève un petit peu le pied sur la sobriété. Donc il faut prolonger ces efforts-là. Donc il y a eu l'hiver qui a été doux. Mais voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on a un système... météo quand même. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on a un système, que je vais simplifier volontairement, notre parc nucléaire il est toujours à la limite d'une certaine façon? Il est aujourd'hui, on est descendu à un niveau le plus bas historique, moins 279 TWh de production. On était à plus de 450 à la fin des années 2000. Je crois qu'il faut que je revoie la date, mais on est monté très très haut et on ne reviendra jamais en arrière. Donc, pour répondre, on ne retrouvera pas ce niveau de production? Jamais, non. Enfin, jamais, en tout cas, pas dans les 50 années à venir. Avec le parc existant? Avec le parc existant, parce que de toute façon, il vieillit, ça ne nous a pas échappé, et on ferme des... On a quand même fermé déjà 2 réacteurs, on en refermera peut-être d'autres. C'est pas aux politiques de le décider, c'est pas même à nous, c'est à l'autorité de sûreté nucléaire de décider si les réacteurs sont viables ou pas. Personne d'autre. Sauf une décision politique, mais dans ces cas-là, il faut qu'elle soit assumée. Mais donc, on ne reviendra jamais à cette production, puisque le parc nucléaire vieillit. Et c'est même d'ailleurs la grande question, la très grande question. C'est pour ça que je serai un peu plus circonspect sur la réponse à votre question de tout à l'heure. Est-ce qu'on passera l'été? Oui, sans doute, on passera l'été. Ce sera un petit peu
peu compliqué, mais c'est pas le moment le plus tendu. Est-ce qu'on passera l'hiver? Ça va être encore plus compliqué. Est-ce qu'on passera l'hiver prochain? Pour une raison, c'est que nous sommes tous aujourd'hui dans l'attente de la réponse de l'ASN. La réponse de l'ASN au programme de réparation des réacteurs nucléaires. On va en parler, sur les corrosions sous contrainte, sur la fatigue thermique, etc. Et en fait, on est suspendu à cette décision parce que, en fonction de la décision, si jamais finalement l'ASN demande à EDF de revoir son calendrier, son chantier, en disant bah non, finalement, il y a plus urgence c'est plus urgent que ce que vous disiez, il va falloir fermer plus de réacteurs. Là, ça devient compliqué. Et ça, on le saura quand? Normalement, on est censé avoir la réponse de l'ASN ce mois-ci, mois d'avril. D'accord. Alors, on va revenir sur l'histoire sur la question des fissures, de la profondeur des fissures, ce qu'on appelle, je crois, le grand carénage. C'est-à-dire, c'est le programme d'entretien. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Mais le grand carénage, c'est l'entretien régulier, mais évidemment, les deux sont superposés. Utiliser les arrêts liés au grand carénage ou à la maintenance pour pouvoir faire. Voilà. Ça, on en parlera un peu plus tard. Je voudrais qu'on se concentre sur la question de l'eau tout de suite et des quantités d'eau consommées par notre parc nucléaire. Évidemment, il y a eu le mois de février record en termes de sécheresse, donc à ce moment-là, il y a eu beaucoup de réactions politiques. Je vous en propose une première, c'est la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Elle déclare sur Twitter, alors une fois pour toutes, disons-le simplement et fermement, à ce rythme, il n'y aura bientôt plus assez d'eau dans nos fleuves pour refroidir les centrales nucléaires. Bon, alors on a cherché à savoir, avoir des chiffres sur l'eau consommée par nos centrales. En voilà deux. La Société française d'énergie nucléaire qui nous dit entre 5 et 10%. Le parc nucléaire utilise entre 5 et 10% de l'eau consommée en France. Très bien. Et puis alors il y a la source du ministère de la Transition écologique qui là parle de 12% de l'eau consommée en France. Moi je suis toujours... par Macron. C'est pas le parc nucléaire en fait qui consomme 12%, c'est tout le parc thermique. Donc, en fait, c'est toute la production d'électricité qui consomme 12%. Ouais. Et donc, c'est pour ça que la Société française de l'énergie nucléaire dit il n'y a pas que le parc nucléaire. On a encore un petit peu de charbon, on a encore un petit peu de gaz. Donc, mais en fait, on a eu du mal à trouver des chiffres validés par tout le monde. En fait, maintenant, ils sont publiés par le ministère. Donc, on a 12% sur l'ensemble du parc électrique. C'est plutôt fiable. C'est peut-être un peu moins, du coup, si on considère juste le parc nucléaire. Mais effectivement, il y a eu un couac un peu avant parce que la Société française de l'énergie nucléaire n'avait pas actualisé son chiffre et disait 20%, le ministère disait 31%, et justement, tout le monde s'était jeté dessus en disant 31%, oui, entre 31% et 10 ou 12%, il y a quand même de la marge. Je ne sais pas expliquer pourquoi le chiffre était faux, mais il était faux. Et du coup, il a été revu, et donc là, on est à 12%. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, l'agriculture, c'est autour de 60% de l'eau consommée. L'eau potable, c'est environ 20%. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le sujet est très différencié par centrale, parce qu'une centrale nucléaire en bord de mer, ça ne consomme pas d'eau. Ça ne consomme pas d'eau parce que ça restitue la totalité. Et les prochains EPR, les 4 premiers en tout cas, on les mettra en bord de mer, justement pour éviter de consommer de l'eau. Les divisés suivants, ça c'est la question. Moi j'ai l'impression, quand j'entends le discours, c'est très compliqué sur le nucléaire, parce que, et on l'a vu avec le tweet là, de Marine Tondelier, c'est un peu, il y a toujours les pros complètement pros et les contres complètement contre. Donc il n'y a jamais de discours un peu nuancé. Et ce qu'on entend... Celui d'Erwan Benezet, peut-être un peu, oui, mais c'est très difficile de l'avoir en termes de communication. Le nucléaire, contre le nucléaire, on peut être aussi pour le nucléaire, mais pas ce qu'on en fait actuellement. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut aussi pointer les dangers, ou en tout cas les manquements à une technologie extrêmement pointue, extrêmement coûteuse, parfois dangereuse, et de se dire il faut vraiment que ça soit bien cadré pour y aller et avoir le sentiment que ça ne l'est pas. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'indulgence environnementale, parce qu'on sent que c'est une technologie dont on est fier forcément, qui est décarbonée. Si on regarde le nucléaire que par le trou de la lorgnette du CO2, ça va. Si on élargit un petit peu, vous parliez de l'eau, il y a par exemple des problèmes d'entreposage des déchets radioactifs quand on manque d'eau. Ça, c'est quand même une question. Alors, il y a des réservoirs de recours, mais on ne va pas pouvoir faire... En fait, on ne peut pas avoir ces dérogations qui grossissent indéfiniment par rapport à cette indulgence environnementale qu'on a vis-à-vis du nucléaire, parce qu'évidemment, l'argument de choc, c'est le CO2. Forcément, aucune énergie autre, et on le voit bien en Allemagne, n'a des résultats que ça. Et je trouve que c'est intéressant de commencer à avoir ces nuances, de pouvoir parler des dangers tout en parlant des avantages du nucléaire. Daniel Grémier, est-ce qu'on peut, je vous redonne la parole juste après, est-ce que finalement, j'ai l'impression qu'on n'a jamais réussi depuis au moins 30 ans à avoir un regard plus scientifique ou technique sur notre parc nucléaire que politique. C'est toujours des présupposés idéologiques ou politiques qui ont guidé les décisions des différents gouvernements. Est-ce que vous dites ça ? Non, je ne dis pas ça parce que je pense que la situation il y a
il y a 30 ans est très, très différente en termes climatiques de celle que l'on vit aujourd'hui. Même si on a connu, et je le dis, j'en parle en connaissance de cause, moi je suis paysan et je me suis installé à l'année de la sécheresse 75, donc j'ai vécu 76 qui a été terrible. Donc si on reprend du temps, ça veut dire qu'il y a 50 ans, effectivement, il y a eu aussi des... Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une situation plus répétitive, la fréquence des années de sécheresse, elle se succède d'une autre. Mais pour le paysan que je suis, ce que m'a transmis mon père, c'est que on est aussi dans une niveau climatique, on a des cycles. Et c'est pour ça que j'explique à mes enfants, continuez d'enterrer vos conduites d'eau à 80 mètres de profondeur, parce que moi j'ai connu la terre gelée à 1,20 m. Bon, peut-être que ça recommencera aussi. Il y aura aussi, pour revenir sur le dossier du nucléaire, je crois que vous savez, sur le nucléaire, quand je vois les avancées qu'il y a eu et les avancées technologiques, aujourd'hui, et d'ailleurs en tant que rapporteur, le Sénat, ce que nous avons voté, que nous sommes en pleine discussion avec ma collègue de l'Assemblée pour la CMP du début de mai, nous avons renforcé la sécurité. Sur les futurs réacteurs, sur les nouveaux réacteurs. Bien sûr, oui, mais il faut embrasser. Et aujourd'hui, la SN et EDF travaillent y compris sur les réacteurs actuels. On aura, je suis persuadé, des technologies qui nous permettront effectivement de refroidir l'eau. Le dossier de l'eau par rapport aux fournitures électriques, en Allemagne où on est sur du charbon, on est sur du gaz, on a besoin d'eux aussi. Donc, et il faut faire une différence entre les mètres cubes d'eau qui passent pour refroidir et qui ne font que transiter quelques secondes dans la centrale et qui retrouvent quelques centaines de mètres le cours d'eau aussitôt. Donc là, on n'est pas sur un prélèvement, on est sur un problème éventuellement d'une évolution de température si le cours d'eau est lui-même déjà à des niveaux très élevés. Donc il y a effectivement cette capacité... Avec des conséquences sur la biodiversité quand même, l'eau qui est rejetée par les... alors il y a une étude... Non, sur la biodiversité, il y a une étude des agences qui est très précise. Il n'y a eu aucune conséquence sur la biodiversité qui n'a été observée, tellement l'influence de l'augmentation de température est infime. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est la situation d'aujourd'hui. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas se poser la question, et je rejoins votre propos, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un défi climatique qui doit être, comme on a un défi sur la cybersécurité. Moi, en tant que rapporteur, et le Sénat a vraiment insisté là-dessus, nous l'avons renforcé. L'ASN, ça fait partie effectivement de toutes ces exigences qu'elle a aujourd'hui par rapport à EDF. Et EDF, c'est même la Cour des comptes qui le dit, a déjà, avant même qu'il y ait cette attente, a fait des investissements sur le dossier du refroidissement. C'est un sujet, mais le sujet, je suis encore, là encore, c'est mon côté optimiste, parce que le pire, ce ne serait pas en parler. Ne pas en parler, effectivement, mais dès lors qu'on en parle, ça fera partie des exigences pour le futur parc. Il y a plusieurs personnes qui veulent réagir. Émilie, pour commencer, ensuite je vous redonne la parole. Mais justement, moi je trouve ça génial qu'on puisse parler de tout ça, mais c'est un peu dans le merveilleux monde du nucléaire, parce que sur la technologie, on voit qu'on a du mal quand même à avancer sur ces fameux futurs EPR. Si j'ai bien compris, les fissures, elles ne sont pas forcément sur les plus anciennes centrales, ça vient aussi sur des centrales récentes. Donc moi, je questionne plus notre capacité technologique, et on sait qu'au niveau des compétences, on a un peu perdu aussi, à construire des centrales qui tiennent compte de ce réchauffement climatique, qui tiennent compte de ces problèmes qu'on a d'érosion, de corrosion et de fissures. Après, peut-être qu'on y arrivera, mais on n'en sait rien finalement. Oui, on y reviendra un peu plus tard dans le débat, si vous voulez bien, parce que la question, puis il y a la question des recrutements, du nombre d'ingénieurs, du nombre d'ouvriers ultra spécialisés qu'il faut recruter pour tenir tous les objectifs, ça va être compliqué. Erwan Benezet, les propos du sénateur, vous avez réagi. La question pourquoi la parole est plus politique que scientifique, déjà 2 points. On a ouvert le débat en s'interrogeant sur la consommation d'eau du nucléaire. On a tous les chiffres, 5, 10%, 12%, 31%. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On est en 2023. On est en train de s'interroger sur les 3 prochaines paires de réacteurs à construire. On ne sait pas ce que le nucléaire français consomme en eau, ou en tout cas, quels sont les prélèvements, 51%, quelle est la consommation réelle. Pourquoi vous dites 51% ? C'est les prélèvements, c'est pas la consommation. Alors, il faut l'expliquer, parce que là je suis sûr qu'il y a une partie de nos téléspectateurs qui ne vont pas faire la différence. La moitié des prélèvements de consommation d'eau dans les rivières ou dans les nappes souterraines, la moitié, c'est le nucléaire.
Ce n'est pas la consommation, parce qu'effectivement, c'est rendu au milieu naturel. Une partie. D'accord, okay, donc c'est très clair. Voilà, donc là ça c'est clair, mais c'est même pas le point du débat. On n'est pas d'accord sur les chiffres. On est en 2023. Comment c'est possible? Et donc parce que justement la parole scientifique n'est pas suffisamment mise en avant, et c'est de la parole politique qui en plus n'arrête pas de changer. On a eu l'hiver nucléaire 2010-2020, et aujourd'hui c'est le grand retour nucléaire. Très bien, pourquoi pas? Ouais. Mais posons les faits sur la table. Juste un petit point sur la parole scientifique. Le gouvernement a voulu réunir l'IRSN et l'ASN, donc réduire le champ entre le contrôle et entre les prises de décision et entre l'étude scientifique. C'est un problème, voilà. On n'avance pas sur la parole scientifique et ça se fait au détriment d'une parole politique qui n'est pas toujours très éclairée. Alors, je vous propose, on va voir tout de suite avec Quentin Calmet sur de quels exemples européens on pourrait s'inspirer pour... Quentin, vous rentrez, j'ai juste un sonore lancé, mais installez-vous, vous êtes le bienvenu. Non, mais c'est moi, c'est mon lancement qui est à l'envers. Je voudrais quand même qu'on entende un exemple, tiens, de solution proposée à l'étranger qui nous est donné par Christine Lavarde, la sénatrice des Hauts-de-Seine, rapporteure lors des auditions menées par la Commission des finances ici au Sénat sur l'adaptation de nos centrales aux conséquences du changement climatique. On l'écoute, c'était il y a 3 semaines. Christine Lavarde. La gestion et de la ressource en eau, elle ouvre aussi un nouveau champ d'interrogation qui surgit. Là, en ce moment, on voit bien que nos nappes phréatiques commencent à être à un niveau très bas, qui est celui de la réutilisation des eaux usées, qui aujourd'hui est proche de zéro en France. Et typiquement, le fonctionnement de la centrale de Palo Verde, qui est bien décrite dans le rapport, on voit c'est une centrale qui se refroidit en utilisant les eaux usées. Alors après, ça a nécessité toute une infrastructure. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on est prêt à avoir des canalisations très longues pour venir? On n'est pas dans le même contexte. Là, on a une centrale qui est dans le désert. Aujourd'hui, il n'y a aucun endroit en France, en tout cas, qui pourrait avoir. Mais ça ouvre quand même des perspectives sur aussi une autre utilisation possible des eaux usées. Et donc, on retrouve Quentin Calmet pour nous parler de ces alternatives, ces solutions alternatives de refroidissement des centrales nucléaires. Voilà, qui viennent un peu d'être évoquées effectivement par la sénatrice Lavarde. En France, on l'a dit, il faut le répéter, toutes les centrales sont implantées à côté d'un cours d'eau ou près de la mer et de l'océan. Elles sont peu nombreuses, mais il y a dans le monde quelques centrales dont le modèle diffère. Et donc, celle la plus connue de la centrale de Palo Verde, qui est située, c'est vrai, dans le désert d'Arizona aux États-Unis. C'est le plus gros site producteur d'électricité aux États-Unis. Alors, il n'y a pas de tour de refroidissement, vous voyez, il n'y a pas ces grandes tours qu'on voit en France, par exemple, mais on voit tout autour d'immenses bassins. Il s'agit des eaux usées de la ville de Phoenix qui se trouve à 70 km de là. Ce sont des millions de mètres cubes d'eau qui sont donc recyclés. Cette eau vient de la ville via les bassins de traitement de l'eau. Mais il y a un souci, il y a une concurrence autour de cette ressource en eau. Voilà, ce n'est pas un modèle parfait, en fait, parce que face à la pénurie en eau, la demande pour les eaux usées est devenue très élevée également en Arizona. Pour l'irrigation, par exemple, le prix de cette eau usée a été multiplié par 6 depuis 2010. Donc la problématique, c'est l'accès à la ressource en eau et pas seulement ou pas forcément la température extérieure, c'est ça? Exactement, puisqu'on en revient à l'idée qu'on peut effectivement avoir des centrales nucléaires dans le désert. Il est possible d'exploiter une centrale même par 50 degrés Celsius à l'extérieur et une eau de mer qui même serait à 35 degrés, utilisée pour refroidir les turbines. La preuve avec un dernier exemple que je voulais évoquer. Depuis avril 2021, les Émirats arabes unis disposent d'une centrale nucléaire. Vous la voyez, celle de Baraka. C'est la seule pour l'heure parmi les pays arabes. Lorsqu'ils seront pleinement opérationnels, les 4 réacteurs de cette centrale produiront 5600 mégawatts, soit environ 25% des besoins en électricité du pays. La solution vient de supercondenseurs pour refroidir l'eau. Toute l'importance est donc bien l'accès à l'eau, Thomas. Merci Quentin pour ces explications. Nicolas Goldberg, alors on n'est pas au milieu du désert en France, on a une ressource en eau, on est plutôt béni des dieux depuis des décennies, même si on voit bien qu'il faut se tourner vers les exemples de pays du Sud qui ont eu l'habitude d'être face à des pénuries, notamment dans la gestion des eaux usées. Certes, on n'est pas dans le désert, mais on pourrait effectivement refroidir nos centrales avec des eaux usées. Pourquoi on ne le fait pas ?
C'est plus compliqué, hein. Ça demande plus de canalisation. Derrière, vous avez des accès concurrents à l'eau usée. Ça va aussi dépendre de la consommation de la ville de Phoenix. Si la ville de Phoenix se met à consommer moins d'eau, est-ce qu'il y aura forcément moins d'eau usée pour la centrale? Donc il y a cet accès concurrent. Et surtout, en France, on a quelque chose qui est plutôt bien, ça s'appelle la mer à côté. Donc on a 14 réacteurs qui sont déployés en bord de mer. Et donc l'eau qui prélève dans l'océan, ça rentre dans les chiffres de prélèvement d'eau. Mais au bord de la mer, il n'y a pas un accès concurrent à l'eau. Et c'est d'ailleurs pour ça que les premiers EPR qu'on va déployer, les 4 premiers, ils vont être plutôt en bord de mer. La question, c'est les 10 suivants, où est-ce qu'on les met? Et du coup, comment est-ce qu'on va adapter les systèmes? Il faut bien dire que quand vous avez une tour aéro-réfrigérante, il y a certes un sujet de consommation d'eau, mais vous en prélevez moins aussi sur le fleuve, donc vous êtes moins sujet aux arrêts pendant l'été parce que il y a un sujet de débit. Et enfin, on a parlé de la centrale de Palo Verde, effectivement en Arizona. Il y a des centrales nucléaires en Afrique du Sud qui sont refroidies sans tour aéro-réfrigérante avec un système d'échangeurs thermiques qui sont en gros des gros radiateurs qui permettent de dissiper la chaleur dans l'air, mais sans faire trop de prélèvement d'eau. Donc il y a des technologies qui existent. Là, pour le design de l'EPR2, c'est peut-être un petit peu tard, mais on pourra adapter. Et il faut bien dire quelque chose, c'est que 14 EPR, c'est pas les 56 qu'on a aujourd'hui. Donc si on dit qu'on va avoir des réacteurs qui seront plus puissants, plutôt en bord de mer, moins en bord de fleuve, eh bien, finalement, on pourrait, même en construisant des réacteurs nucléaires, évoluer vers une situation où on prélèverait moins d'eau. Alors c'est justement la question que j'allais vous poser, Daniel Grémier. Ces nouveaux réacteurs, est-ce qu'ils sont sur le modèle dans leur utilisation de la ressource en eau des précédents, ou est-ce qu'ils ont intégré des nouvelles solutions comme celles dont on parlait avec les eaux usées par exemple? Mais ça fait partie du cahier des charges nouveau et des exigences de la SN. Et les exigences, elles vont être croissantes au fur et à mesure des années. Et c'est pour ça que Oui, mais les réacteurs, c'est aujourd'hui qu'on les conçoit et c'est demain qu'on va les construire. Donc les solutions, on ne va pas les transformer dans 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si on dit pardon, je pose des questions basiques volontairement. Si on décide d'utiliser les eaux usées, je reste sur cet exemple qui est simple et qui parle à tout le monde, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre cette décision technologique, ou est-ce que c'est déjà trop tard? Est-ce que de toute façon, comme vous nous le dites, les plans sont faits et on est sur une solution plus ancienne? Mais non. Je pose volontairement la question. Mais parce qu'aujourd'hui, les centrales, enfin les réacteurs qui vont être construits ne seront pas construits sur les bases des anciennes. Et la problématique est, encore une fois, je dis, l'exigence de l'ASN, et je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous parlez du politique. Je vais vous dire pourquoi. En tant que rapporteur, je ne suis pas scientifique. J'ai besoin du scientifique, d'une expertise scientifique vraiment pointue. Nous avons la chance en France de l'avoir. Il appartient après aux politiques de prendre ses décisions en connaissance du scientifique. Alors pourquoi on essaie de la restreindre, par exemple? Permettez-moi d'aller au bout. Donc j'insiste là-dessus parce que le dossier de l'énergie, c'est un dossier stratégique pour nos concitoyens, nos collectivités et notre économie. Je suis désolé, pour vivre, il faut que l'assiette soit remplie et il faut de l'énergie. Sinon, il n'y a pas vie. Donc, c'est un enjeu. Et d'ailleurs, on se rend bien compte avec les débats qu'on a à l'heure actuelle au niveau communautaire entre l'Allemagne et la France. Ils ont tout compris. Les Allemands, certains pays ont compris. Le nucléaire a été une chance énergétique pour nos concitoyens, notre économie. Aujourd'hui. Mais il y a quand même eu des décisions, pardon de vous interrompre, qui étaient purement politique. Quand François Hollande signe un accord avec les Verts, non, mais c'est pas les scientifiques qui lui dictent de faire passer le... Dans les années 90... non, mais ne mélangeons pas... mais c'est pas pour une raison de sûreté. Moi, je parle, mais comme ceux qui ont décidé que le parc nucléaire serait plus qu'à 50%. C'est la même chose. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est quand même quasiment encore à 70% d'énergie qui proviennent d'énergie électrique qui provient du nucléaire. On est en dessous. Mais... Oui. En 2022, avec les problèmes que... Avec les problèmes, on n'a jamais connu... Mais en termes de pourcentage, ça reste considérable. Bon, mais donc les politiques prennent parfois des décisions qui sont purement politiques. Mais qui n'ont rien à voir, non. Non, pour les téléspectateurs, je ne voudrais pas qu'on rentre dans la confusion. C'est comme le dossier de l'eau. Entre l'eau que j'ai besoin pour refroidir et l'eau qui passe uniquement pour refroidir, qui retourne dans le cours d'eau, le fleuve, ça n'a rien à voir avec de l'eau qui part en évaporation. Encore, quand elle part en évaporation, elle retombe pour une grande partie. Elle retombe d'ailleurs. Mais là, quand vous faites vous menez le débat entre le dossier du politique
qui prend, comme l'a fait le président Hollande, effectivement, et qui est pour moi une faute grave, pour des raisons politiques, mais pas pour des raisons de sécurité. Moi, en tant qu'élu, en tant que rapporteur, et le travail que j'ai fait et que le positionnement du Sénat sur le sujet du nucléaire, c'est de dire nous avons besoin d'une autorité de sécurité nucléaire qui soit complètement libre, qui ait la responsabilité vraiment, et avec les enjeux, et d'ailleurs c'est les questions que je lui pose dans mon rapport, dans ce qui a été voté, le texte de loi qui a été voté au Sénat, et demande à l'autorité de renforcer encore le sujet de la résilience par rapport aux problèmes de l'évolution climatique, de la cybersécurité. C'est le rôle du politique. Mais après, ne mélangeons pas la sécurité du choix ensuite, comme on pourrait parler tout à l'heure des énergies renouvelables. Sur géographiquement, ces nouveaux réacteurs dont on parle, donc vous nous dites qu'ils vont être prioritairement placés en bord de mer. Mais les quatre premiers, voilà, les autres, on se poser cette question. Parce qu'on a quand même l'impression qu'on a toujours un peu un temps de retard. Vous le disiez, le mieux serait de positionner les nouveaux réacteurs au bord de la mer. Les deux premières paires, ça sera le cas. La première à Penly. Pourquoi Penly ? Parce que le site existe. On devait y construire l'EPR qui a été finalement construit à Flamanville. Il y a le terrain, on peut le faire. Ensuite, à Gravelines, la centrale au nord, l'une des plus grandes, plus puissantes en Europe. Et puis après, la troisième paire, pour l'instant, qu'est-ce qui est prévu ? C'est de l'installer au bord du Rhône, dans la vallée du Rhône. On hésite encore entre deux sites, mais donc ça serait au bord d'une rivière. C'est un peu étrange quand même déjà. On se rend compte qu'aujourd'hui, les sites les plus intéressants, ça serait au bord de la mer, et on fait déjà un choix scientifique un peu bizarre, comme celui d'avoir entreposé les déchets nucléaires à La Hague, qui était un marais. Pourquoi l'avoir fait là-bas, encore peut-être sans doute un choix politique et non pas scientifique. Bref, on a toujours un peu un temps de retard. Ce qui est un peu étrange aussi dans le nucléaire aujourd'hui, c'est... Moi, j'ai l'impression à chaque fois qu'on adapte l'environnement au lieu de s'adapter à l'environnement. Certes, on peut installer une centrale nucléaire à peu près partout dans le monde, y compris au fin fond du désert. Il y aura toujours une solution technologique. Sera-t-elle viable économiquement ? C'est moins sûr. Et le problème aujourd'hui, c'est que oui, on peut adapter, oui, on pourrait refroidir nos réacteurs en utilisant bien moins d'eau, y compris les réacteurs existants, mais ça coûterait une fortune, et ça va encore coûter une fortune. Et là, c'est le problème, c'est un peu comme les méga-bassines. C'est-à-dire qu'on s'adapte, on adapte l'environnement pour un système productif. Et c'est le même problème avec l'énergie. Ça sera encore de la production plutôt que de mettre l'accent, notamment, par exemple, sur la sobriété. Alors, vous parliez d'argent, le coût de construction estimé, j'insiste sur le terme, pour les futurs réacteurs EPR, on est à près de 52 milliards d'euros. C'est EDF qui nous dit ça. Ils doivent sortir de terre entre 2035 et 2050. Je dis estimé parce que c'est susceptible d'évoluer. Le chantier de Flamanville nous a rendu prudents, évidemment. Émilie, sur tous ces projets de nouveaux réacteurs, ce qui vous a intéressé, c'est que vous nous dites que ça s'est fait sans réel débat public. Pourquoi ? Oui, parce qu'alors, on voit bien que là, toutes ces questions autour des centrales nucléaires, la sécheresse, le réchauffement climatique, ça fait toujours débat. Mais par contre, sur la question du retour au tout nucléaire en France, ça s'est fait de manière assez rapide. Un retour qui semble pour une fois acté. Enfin, pour une fois pour toutes acté, et le tout en effet sans trop de débat public, ou en tout cas en ne tenant pas trop compte du débat public. Alors cette énergie, et on l'a dit, elle répond aux enjeux actuels de souveraineté énergétique, et puis aussi de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, donc très bien. Ça a été fortement mis en valeur pendant la période Covid, avec la guerre en Ukraine. On voit bien que ça nous sort du jeu, et en quelque sorte, après ces événements, on est tous devenus pro-nucléaire, et notre président, le premier, alors qu'au départ, il n'était pas si convaincu par le nucléaire. Le 10 février 2022, à Belfort, il fait un discours en décrétant que la renaissance du nucléaire français est le chantier du siècle. Objectif, construire ces fameux nouveaux réacteurs dont vous avez dit qu'en effet, certains devraient commencer à être mis en service dès 2035. Et donc, cette question du débat public, est-ce que le gouvernement a fait la place à un débat public ? Alors oui, il y avait la place pour ce débat qui était organisé par la Commission nationale du débat public, la CNDP. Ça a commencé à l'automne 2022 pour réfléchir jusqu'en février 2023, donc juste là, aux conditions de la relance de ce programme nucléaire, aux enjeux de sûreté, aux conséquences en matière d'environnement local. Mais alors c'était sans compter la rapidité du gouvernement en termes de décision, puisque dans un amendement au projet de loi justement dont on parlait sur le nucléaire, qui a été adopté par le Sénat et par l'Assemblée en première lecture, il a supprimé le plafond de 50% du nucléaire dans la production d'électricité
d'ici le 2035. On l'a dit tout à l'heure, c'était un objectif qui avait été fixé par François Hollande. Réaction de cette commission nationale du débat public. Elle n'a pas du tout apprécié et elle n'a pas tardé à faire connaître sa réaction dans un comité officiel de sa présidente, Chantal Jouanneau. Alors, c'était le 18 janvier 2023. Une telle mesure, anticipant de quelques mois un débat relevant du projet de loi de programmation énergétique, ne change rien au délai de réalisation éventuelle d'un programme de relance du nucléaire. Elle revient en revanche à considérer comme sans intérêt, pour définir la stratégie énergétique, les interrogations, les remarques et les propositions faites lors du débat public en cours. Qu'a fait Chantal Jouanneau? Est-ce qu'elle a abandonné justement ce débat? Alors, une partie des réunions ont été annulées et ensuite, le débat a été recentré sur un tout nouveau thème, en tout cas un thème différent, puisque là, il s'agissait de voir la place du public dans la gouvernance de la politique nucléaire. On voit bien que ça a quand même beaucoup évolué. Alors, on pourrait se dire, et par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, que c'est quand même bien l'idée de se poser, de réfléchir avant de se lancer tête baissée dans le tout nucléaire, surtout quand on voit... Moi, je suis pas d'accord avec le tout nucléaire, mais bah non, il y a le développement des énergies renouvelables en même temps. 13% d'hydroélectricité. Alors, pour une partie du nucléaire, avec le plafond des 50% qui ont sauté, on va dire ça, on voit que d'autres pays ont d'autres trajectoires, et puis on voit qu'il y a des risques quand même qui persistent sur le nucléaire, et moi, ça m'importe aussi d'en parler. J'ai regardé justement les rapports de l'autorité de sûreté nucléaire, et vraiment, en feuilletant très rapidement, je suis tombée sur un accident, notamment, qui était cité, qui date de décembre 2022. Et tout simplement, il s'agissait de l'évacuation accidentelle, donc, de déchets nucléaires contaminés dans le circuit de collecte des ordures ménagères. Je dis pas où, pas de stress, de toute façon c'est indiqué, de toute façon ces bilans sont complètement publics, mais c'est vrai que voilà, c'est des petites choses qui peuvent quand même se mettre la puce à l'oreille de se dire que de voir la totalité du nucléaire, les déchets, les fissures, on en a parlé, les risques aussi, vous en parliez de cybersécurité et plus globalement de sécurité dans un contexte mondial qui est quand même assez fracturé, assez difficile avec les guerres qu'on connaît. C'est un peu la face cachée du nucléaire que l'on préfère ne pas voir dans les temps qui courent. Faire vite pour ne pas trop réfléchir pour des choix qui pourtant, même si c'est pas du tout nucléaire, vont nous impacter pendant les 100 prochaines années. Bon, au-delà du terme tout nucléaire, effectivement, moi je trouve que c'est un vrai débat, merci beaucoup Émilie, intéressant sur l'absence ou non de débat public. Il y a un débat à l'Assemblée nationale, au Sénat, évidemment. Bon, mais quand même, cette commission nationale du débat public, elle est là pour ça, pour donner la parole à des citoyens avant un choix aussi important. C'est ça. Je voudrais quand même remettre l'église au milieu du village. Allez-y. Je le dis d'autant plus que, effectivement, le texte, il est arrivé en premier au Sénat. Oui. Et c'est votre serviteur, c'est moi-même qui ai déposé l'amendement sur à la fois les 63,2 gigawatts, etc. Pas tellement le gouvernement. Pas du tout, puisqu'il était même contre. Il était contre. Donc, et ensuite, et je suis heureux de voir que l'Assemblée nationale, ça a été complètement repris. Je voudrais revenir quand même sur le débat public. Mon propos au Sénat, j'ai commencé par dire je regrette qu'on n'ait pas laissé le temps au débat public avant de l'examiner au Sénat. D'autant plus qu'on avait le temps de le respecter, ce temps, compte tenu du décalage qu'il y a eu entre l'examen à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je vous rappelle quand même que c'est le gouvernement qui fait l'ordre du jour du Parlement. Et autre remarque, on a voté un texte sur les ENR, on vote un texte sur la loi d'accélération sur le nucléaire, alors qu'on a la PPE, enfin la loi de programmation, le mix énergétique du futur, on ne l'a encore pas débattu. Mais oui, on l'a encore pas débattu. Donc vous nous dites, le débat en tout cas parlementaire, il a lieu. On a tout fait à l'envers. Et je reviens sur le débat public. Dans le texte et le travail que j'ai fait au Sénat, qui est dans le texte voté, j'ai renforcé la transparence. La transparence qui est la place du débat public, qu'on fasse les choses dans l'ordre. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais dès lors que l'ordre du jour fait que l'examen du texte arrive au Sénat, et je ne comprends pas, tout en restant correct et poli vis-à-vis de la présidente du débat public, je suis désolé, mais dès lors que les parlementaires avaient ce sujet, ils avaient le droit aussi de débattre. On ne pouvait pas leur enlever la capacité de débattre, c'est leur responsabilité. Donc on l'a fait, si j'assume, et l'ensemble des sénatrices, des sénateurs ont assumé cette responsabilité, même si on regrette le calendrier. Et je voudrais terminer... Dernier mot là-dessus, oui. Oui, parce qu'il est vraiment important. Redonner de la transparence, laisser la place au débat, de donner la place aussi aux collectivités, le rôle des collectivités.
parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Et l'enjeu énergétique, c'est un enjeu absolument partagé. Allez, je reprends la main, il nous reste 5 minutes, ça passe trop vite, mais ça veut dire que le débat était passionnant. Je voudrais qu'on revienne sur la question des capacités de notre parc nucléaire, et c'est lié aux fissures. Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre de la Transition énergétique, elle annonçait samedi au journal Le Monde, c'est redit ce mardi dans une dépêche de l'agence France-Presse, avoir demandé à EDF de mettre à l'étude une augmentation de la puissance du parc nucléaire français. Erwan Benezet, moi j'ai lu ça, je me suis dit très bien, mais comment faire alors qu'on a des problèmes de fissures et qu'il faut contrôler tout ou partie du parc nucléaire? C'est mettre la charrue avant les bœufs, encore une fois, c'est faire des déclarations, des demandes, des injonctions, sans forcément tenir compte de la réalité du terrain. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, on est tous suspendus à une décision de l'autorité de sûreté nucléaire sur le calendrier des réparations du parc nucléaire. On peut demander ce qu'on veut à EDF. Mais à un moment, si une centrale nucléaire fonctionne, on peut lui demander un surcroît de puissance, parce que c'est ce que j'entends, moi, dans la demande de la ministre. Nicolas pourra nous le dire. Juste, il y a aujourd'hui le taux de disponibilité du parc nucléaire français ne fait que baisser et bien inférieur, par exemple, à celui des États-Unis. Et donc, ce qu'on veut demander, c'est que notre parc nucléaire soit plus efficient. Mais c'est pas une question forcément que de volonté, c'est une question technique. Alors, je laisse la parole à Nicolas. La réponse, c'est que oui, on peut le faire. Il y a deux choses qu'on peut faire, c'est qu'on peut augmenter la puissance unitaire des réacteurs, et d'ailleurs, ça a été fait aux États-Unis. Et ensuite, un réacteur, normalement, on l'arrête tous les 12 mois. On peut les arrêter tous les 18 mois, tous les 24 mois. Les États-Unis sont passés sur des campagnes de 24 mois, c'est-à-dire qu'ils arrêtent les réacteurs tous les 2 ans et pas tous les ans pour les recharger en combustible. Et ça augmente le productible nucléaire. Ce qu'il faut dire toutefois, c'est que même si on relance 14 EPR, comme c'est le plan, et la décision n'a pas encore été prise, c'est-à-dire qu'on a fait des simplifications administratives, on a fait des simplifications administratives sur les énergies renouvelables, il faut le dire, la puissance éolienne et solaire qu'on a déployée l'an dernier, c'est l'équivalent de la puissance de 3 EPR. Donc on n'est pas parti sur un tout nucléaire. Même si on fait 14 EPR, les réacteurs fermeront plus vite que ce qu'on est capable de les construire. Attendez, je vais finir. Non, par rapport à l'Allemagne qui a fermé ses réacteurs et qui a gardé son charbon, je vais juste finir là-dessus. Si on relance 14 EPR, on aura moins de nucléaire que ce qu'on a aujourd'hui, même en puissance absolue, parce que les réacteurs nucléaires vont fermer plus vite que ce qu'on est capable de les construire. Et on déploie en France, aujourd'hui, énormément de renouvelables. On déploie l'équivalent de la puissance de 3 EPR chaque année. Et ça va augmenter. Donc non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est parti sur un tour nucléaire, quand bien même on prendrait certaines simplifications administratives pour aller plus vite sur les prochains. Je reprends très rapidement la parole que j'ai donnée à Nicolas. C'est que, d'une part, l'injonction d'Agnès Pannier-Runacher, elle est très étrange. Est-ce que ça voudrait dire que EDF ne fait pas tout pour utiliser au maximum ses réacteurs ? J'espère que la réponse, c'est elle fait tout ce qui lui est techniquement possible. Parce que si c'est par exemple une question de marché, si par exemple à certains moments ça coûte moins cher d'acheter du mégawattheure sur des marchés plutôt que de faire produire à fond les nucléaires, là ça serait un autre problème. J'espère que ça n'est pas le cas. Mais ce qui veut dire que l'injonction d'Agnès Pannier-Runacher dans ces cas-là, elle ne sert à rien. Parce que c'est d'abord une réponse technique. Et aujourd'hui, EDF, pour l'instant, n'est pas en capacité de demander à ses réacteurs de produire plus qu'ils ne produisent. Daniel Grimier, on va terminer là-dessus. L'enjeu majeur aussi, quand on fait un débat nucléaire, il faut en parler, c'est l'enjeu du recrutement, des talents, pour tenir les objectifs des actuels et des 20 prochaines années, c'est majeur. Écoutez, c'est le grand défi, parce que je voudrais quand même, en peu de temps, pendant qu'on a ce débat, en Allemagne, ils ne se posent pas de questions, ils construisent de nouvelles centrales au gaz. Donc, je rappelle que l'objectif par rapport au sujet de l'eau, par rapport à l'évolution climatique, c'est quand même la décarbonation et c'est la neutralité carbone. Je reviens sur les besoins en main-d'œuvre. Effectivement, en intelligence, vous n'aurez pas d'entreprise, vous n'aurez pas de jeunesse qui va s'investir dans un métier si vous êtes dans un pays qui doute. Si vous avez une ligne directrice qui dit oui, on va y aller, oui, il y a effectivement des perspectives. Et effectivement, le débat des 6 réacteurs, c'est pas une réponse. C'est pour ça que j'ai fait cet amendement et que le Sénat a donné une autre ambition. Et les 14, on sait tous, parce que même si on fait des efforts énormes en termes de sobriété énergétique, en termes d'isolation, on sait tous qu'aujourd'hui, la fin du fossile va nécessiter bien plus d'énergie électrique. Ça va être une obligation. Et moi, je préfère avoir une
énergie électrique pilotable. Et il ne faut pas opposer les renouvelables avec l'hydroélectricité et avec le On termine là-dessus. Merci beaucoup, Erwan Benezet. Je rappelle le titre de votre livre rapidement, Nucléaire, une catastrophe française. C'est publié aux éditions Fayard. Fin de ce Sens Public. Je vous donne rendez-vous demain, 18h, 22h. Et puis, notez que l'ancien ministre Brice Hortefeux, vous avez gagné un lecteur, Brice Hortefeux, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, sera l'invité de la matinale demain matin à 8h. Salut.